Bonjour Jean-Luc Racine. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, également chercheur senior à Asia Centre, expert de l'Inde. Et puis on pourrait même rajouter sur votre CV que vous avez dirigé le Centre culturel français de Calcutta. On va d'abord parler de l'Inde. Économie. L'économie, Modi dirige l'exécutif indien, 2 mandats et peut-être même un 3e et un bilan économique qui n'est pas totalement positif. C'est-à-dire qu'il y a les paramètres politiques qui sont évidemment mis en avant par le pouvoir, à savoir l'Inde devenue la 5e économie mondiale en 2019, quand elle a dépassé à la fois la France et le Royaume-Uni. À ce moment-là, les trois étaient vraiment très, très proches en tant que PNB. Donc aujourd'hui c'est 5e. Un des arguments de la campagne électorale dans la bouche du Premier ministre, c'est de dire donnez-moi un 3e mandat et moi je vous donne une Inde qui sera la 3e puissance économique à la fin de mon 3e mandat, ce qui est éventuellement possible puisque avec un taux de croissance autour de 7%, on va dire. Hein. C'est un peu plus quand c'est le gouvernement, c'est un peu moins quand c'est le FMI ou la Banque mondiale. Mais quand on compare le taux de croissance indien, qui est un des plus grands taux parmi les grandes puissances économiques, au taux japonais ou au taux allemand, il est tout à fait possible que d'ici quelques années, l'Inde les dépasse. Ça, c'est le côté positif, mais il y a également le chômage, par exemple. Alors, le chômage, c'est le grand côté négatif, puisque dans la campagne précédente, en 2019, il avait annoncé quelques 20 millions d'emplois à créer quasiment chaque année. Il avait annoncé pour les paysans qui subissent une crise agraire importante de doubler leurs revenus. Rien de tout ça n'est advenu et c'est précisément sur ces points que, outre la question démocratique, l'opposition fait campagne. Et il est frappant. Le chômage, pardonnez-moi, c'est un quart des jeunes de 16 à 25 ans sont au chômage. Oui, c'est ça le chiffre. Peut-être même plus. Ouais. Il y a des estimations qui vont jusqu'à 40% quand on prend les 15 ans à 35 ans. Bon, il y a un vrai problème. C'est significatif de voir justement que dans le programme électoral du BJP, on ne parle pas beaucoup de nationalisme hindou, mais on fait un long catalogue sur les questions socio-économiques, catégorie par catégorie, les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Il y en a pour tout le monde. Oui, oui, il y en a pour tout le monde, avec le mot-clé de la campagne, tout cela c'est garanti par le Premier ministre. Ouais. Alors, vous avez commencé à l'évoquer. En face de Modi, nous avons une opposition, une coalition, en quelque sorte, menée par le Congrès national indien, parti de gauche et laïque, le parti historique de la famille Gandhi. On a l'impression qu'il n'est plus grand-chose, ce parti, face au BJP de Narendra Modi. Comment est-ce possible ? Le parti du Congrès a été hégémonique puisque il a dirigé le pays pendant plus de 25 ans au total, entre Nehru, Indira Gandhi, sa fille, Rajiv Gandhi, son petit-fils. Mais aujourd'hui, le parti hégémonique, c'est très clairement le BJP. Le Congrès a perdu ses grandes bases dans l'Inde du Nord. C'est significatif. Rahul Gandhi, son chef, se présente au Kerala, alors que les vieux fiefs électoraux de la famille, c'était en Uttar Pradesh, c'est-à-dire sur les bords du Gange. Donc, il est impératif pour l'opposition de s'unir, ce qu'elle a fait sur le papier, avec quelques tensions ici ou là, parce qu'évidemment, les partenaires, eux, ce sont des États d'implantation régionale. Donc on négocie combien de sièges pour toi, combien de sièges pour moi, et ça n'est pas toujours très facile. On dit que Modi aurait, en quelque sorte, acheté des élus oui, alors, du Congrès. Il y a eu un certain nombre, mais c'est pas nouveau, de défections du Congrès vers le BJP ou d'autres partis, mais parfois les gens reviennent. Bon, il y a des opportunistes un peu partout. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ces questions, c'est que quand on voit des défections, qu'elles soient achetées ou pas achetées, ça signifie que
le grand argument selon lequel il y a deux idées de l'Inde, et c'est un argument fondamental. Il y a la conception indienne dont le Congrès est laïque, l'unité dans la diversité, et il y a le nationalisme hindou de l'autre. Mais de toute évidence, il y a un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques pour qui c'est pas vraiment ça qui compte. Mais la vraie question, comme le disait Shashi Tharoor, qui est un intellectuel, un des leaders du Congrès, un ancien diplomate de l'ONU, romancier par surcroît, il s'agit en réalité d'un référendum sur l'Inde future. Est-ce que l'Inde future retrouvera l'héritage justement de cette unité dans la diversité, ou bien est-ce que elle va continuer à aller vers la voie du nationalisme hindou, avec des interrogations sur ce que sera le programme du troisième mandat en termes éventuellement de changement constitutionnel ou de changement de règles du jeu dans la définition des circonscriptions électorales, etc. Alors justement, à propos de ce nationalisme hindou, on va ensemble regarder une image. Elle date du 22 janvier dernier. Narendra Modi lance sa campagne électorale en inaugurant le temple d'Ayodhya, un temple hindouiste construit sur un site autrefois occupé par une mosquée dont la destruction avait engendré de violentes émeutes religieuses en 1992. 16% des Indiens sont musulmans. Pourquoi sont-ils à ce point rejetés par le pouvoir en place, celui de Modi ? Alors, c'est une longue histoire. L'année prochaine, en 2025, l'Association des volontaires de la nation célébrera son centenaire, et c'est elle, le RSS dans ses initiales britanniques, qui est véritablement la matrice idéologique du nationalisme hindou et aussi la matrice militante. C'est une organisation sociale qui au départ visait pas forcément le pouvoir politique, mais infiltrer, si j'ose dire, la société. Modi est entré jeune garçon ou jeune adolescent, comme beaucoup d'autres. Et à l'âge de 7 ans. L'idée, c'est l'Inde aux hindous, finalement. Ouais. Donc, les minorités religieuses, elles restent minoritaires si elles le souhaitent, mais on est loin du modèle nérouvien, précisément. La question est de savoir comment se comporte le gouvernement face aux plus ultras de ses supporters. Et là, on a des histoires de lynchage, plus tout ce qui se passe pour essayer de remettre la main sur des bâtiments religieux qui sont musulmans, mais qui ont pu être hindous autrefois. Donc, c'est ce qui marque aussi, évidemment, le règne de Narendra Modi. Nous suivrons sur TV5 Monde, évidemment, tout ce scrutin qui est appelé à durer 44 jours et nous donnerons, et nous verrons même avec vous, nous vous réinviterons pour évoquer les résultats de ce scrutin. Jean-Luc Racine, merci beaucoup d'être venu avec nous.